il me semble que la première mission du binôme DG et président, que ce soit dans le monde marchand ou dans le monde non marchand, c'est de donner un avenir désirable à l'institution dont ils ont la charge. Et pour être un peu cash avec vous, de toutes les organisations que j'approche aujourd'hui, le monde public est vraiment pas l'endroit où les gens sont le plus heureux, quoi. Vraiment pas. Et les institutions de protection de l'enfance sont sans doute l'endroit que je connais où il y a le plus de souffrance au travail dans les endroits que je croise. Et c'est un des problèmes de notre temps que d'avoir, à mon avis, réintroduit brutalement, mais à coup de masse, les grands standards de la gestion optimisant la rentabilité de nos institutions. Ils veulent faire de la rentabilité dans les institutions qui ne sont pas là pour ça. Et ça crée de la désespérance aujourd'hui. Comment est-ce qu'aujourd'hui j'emmène une institution qui va être désespérée par les standards de gestion qu'on lui impose dans un projet qui peut être encore un peu enthousiasmant pour ses salariés, pour ses usagers et pour ensuite les politiques. Le monde dans lequel on est, si vous voulez, de mon point de vue, qu'il observe encore une fois avec ses casquettes un peu différentes, de scientifiques, d'entrepreneurs et puis d'artistes, il est au cœur d'une mutation très très profonde qui traverse toutes les institutions. Et cette mutation, elle percute absolument sans exception tous les mondes qui étaient stabilisés, puisqu'ils étaient adaptés à un monde qui est en train de tomber, qui est remplacé par un autre. Je vous le dis, je ne fais absolument pas partie des gens désespérés, et ce remplacement pour moi est enthousiasmant, il est porteur de plein d'espoir, mais évidemment, on était adapté à un autre monde qui disparaît tout doucement, et un autre monde émerge pour lequel on n'est pas encore adapté. Donc c'est ce croisement-là qu'il faut que les dirigeants, que les binômes de dirigeants gèrent aujourd'hui. Si je dois résumer une idée déjà, c'est que la façon dont nous pensons aujourd'hui nos institutions, elle est extrêmement marquée par la pensée rationnelle et cartésienne, elle est extrêmement marquée par la pensée scientifique, elle est donc profondément tayloriste. Et donc nos institutions sont très banalement regardées comme des machines, pas comme des êtres vivants. Et moi je pense qu'un grand défi de notre monde, c'est de poser un regard sur nos institutions comme étant en vie, et pas comme étant des rouages. Même si les rouages ne sont pas idiots. Vous voyez que les rouages souvent correspondent à des spécialités, à des métiers qui vont demeurer dans le vivant. Mais avoir des rouages indépendamment très très bons chacun séparément ne garantit en rien l'efficience du collectif. Et c'est là qu'est aujourd'hui un enjeu majeur de notre monde, parce que le collectif il est plus aussi efficient qu'avant, alors qu'on ne peut pas dire que les rouages se sont forcément détériorés ces derniers temps. Et vous voyez, il y a cet autre regard qu'il faut qu'on conquiert. Vous n'allez pas m'entendre dire qu'il faut oublier la métaphore de la machine, elle marche en partie, mais il faut la compléter par une autre façon de regarder les institutions. Alors le monde qu'on connaît va arrêter de fonctionner, d'abord parce qu'on paye un tribut lourd au XXe siècle, dans lequel il y a un certain nombre de grandes faillites. Il y a une faillite du politique, vous voyez bien que les grandes utopies politiques sont tombées, et qu'elles sont tombées avec des millions de morts. Donc c'est compliqué aujourd'hui de s'enthousiasmer pour le politique. Voilà. Le XXe siècle, c'est aussi, d'une certaine façon, la faillite du progrès et de la science. Vous voyez bien que je ne sais pas moi, 4 siècles si on parle de la Renaissance, mais de science pour arriver à la bombe atomique, on peut se dire, mais enfin, voilà, où va-t-on, quoi, voilà. Et puis vous voyez aussi une faillite du religieux, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la manifestation qu'on regarde du religieux, c'est chaque fois une manifestation d'intégrisme, qui pour moi n'est profondément pas ce qu'est le religieux en l'homme, religio, relié, enfin, bien entendu, et qui en plus aujourd'hui se complexifie dans notre monde parce que de plus en plus de gens disent qu'il faut répondre à l'intégrisme religieux par l'intégrisme athée. Donc vous voyez bien qu'on est mal barré, quoi. Enfin, voilà. Et du coup, vous voyez, il y a une forme de ce que moi j'appelle la faillite d'un certain nombre de grands courants qui donnaient du sens finalement. La deuxième rupture qui est en train de nous tomber sur la tête, et elle est plutôt réjouissante parce qu'elle va percuter l'idéologie de l'ultralibéralisme qui s'est imposée comme seule idéologie. Vous voyez, le problème de la faillite des idéologies du XXe siècle, c'est qu'il n'en reste plus qu'une, et donc elle croit qu'elle a gagné et qu'elle est la bonne. Mais du coup, il y a une mutation profonde de l'économie. L'économie qui est en train d'émerger, c'est plus une économie de la possession, c'est une économie de l'usage. Voilà. Et cette économie-là, elle n'est pas encore massive, elle n'a pas tout révolutionné. Enfin, quand on parle d'ubérisation, à la fois, on attaque sérieusement l'organisation du travail et le salariat, donc il faut évidemment être en veille là-dessus, mais on l'attaque d'autant plus que les gens qui ont 20 ans aujourd'hui
On a essayé de leur faire croire qu'ils auraient du boulot s'ils travaillaient. Ils ont travaillé, puis ils constatent qu'ils n'ont pas de boulot. Donc aujourd'hui, de plus en plus de jeunes de 20 ans, ce qu'ils ont envie de faire en sortant des études, c'est de créer leur boîte. Enfin, de plus en plus. Hein. Et je vous le dis parce que convaincre des gens d'aller dans le salariat aujourd'hui, ça ne sera pas si simple. En tout cas pour les gens talentueux. Voilà. Et en même temps, derrière Uber, il y a cette idée que peut-être on peut commencer à consommer autrement, à être plus responsable. Voilà. Et donc vous voyez, il y a du pour et il y a du contre dans Uber pour moi. Il y a quelque chose de très interpellant pour moi, c'est qu'on balaye d'un revers de main tous les acquis du salariat, comme si c'était rien, alors que c'est une conquête finalement. Et en même temps, on dit oui, attention, en même temps qu'on est dans un monde qui s'était complètement vautré dans la consommation. Ensuite, évidemment, une autre rupture qui change tout, c'est la digitalisation du monde. Hein, et ça concerne tous les métiers, et évidemment, ça concerne le travail social. Et ça concerne tous les métiers. Et le premier métier qui est complètement bouleversé par la digitalisation, et ça c'est un vrai sujet pour vous, c'est le management. Et c'est le management, pourquoi? Parce que la première fonction du management avant, c'était de redescendre et de remonter l'information. Sauf qu'aujourd'hui, l'information, elle est ubiquitaire. Donc tout le monde la connaît au moment où elle sort, quel que soit le grade dans la pyramide. Et donc si vous voulez, aujourd'hui, le management, il est progressivement dans ce travail de rupture dont je vous parle, il est dépossédé de ses raisons d'être et de ce qu'il légitimait. Donc ça devient compliqué d'être manager si vous pensez que c'est parce que vous faites circuler l'info que vous êtes manager, quoi, vous voyez. Parce que vous rentrez dans vos équipes, elles le savent déjà, hein, pour être clair avec vous. Donc voilà. La quatrième rupture, c'est la rupture de la complexité. Je vous en parlais avec Edgar Morin tout à l'heure. La complexité, elle dit quelque chose aussi qui est très déroutant pour nos institutions, c'est que la bonne vieille pyramide qui permettait tout organiser, elle ne gère pas la complexité. La pyramide, elle gère la décision, mais elle ne gère pas la complexité. Et la complexité du monde dans lequel on est, elle a comme première conséquence qu'un homme ou une femme seule, aussi génial soit-elle, ne peut pas tout savoir, tout prendre en compte. Le prix à payer à la complexité, c'est qu'on est condamné aujourd'hui à travailler en réseau. Et du coup, vous voyez, ça va poser un gros problème, je pense, enfin ça pose déjà un problème, c'est que dans ma perception en tout cas, le monde du travail social, comme le monde hospitalier par exemple, c'est des mondes hyper structurés par la pyramide. Voilà. Et vous ne m'entendrez pas dire qu'on n'a plus besoin de pyramide, sinon ça je pense que c'est même assez dangereux, mais la pyramide n'est pas le mode habituel de fonctionnement de l'institution. Et ça, c'est compliqué. Voilà. C'est compliqué parce que vous voyez bien que dans un monde taylorisé, évidemment c'est plus pratique, mais il y a un prix à payer au taylorisme, vous le savez bien, et c'est vrai aussi dans le travail social, c'est qu'à force de couper le travail en tâches élémentaires, les tâches élémentaires qu'on fait sont chiantes, et si on fait des trucs chiants toute sa vie, on s'ennuie, et si on s'ennuie, on le fait mal, et comme on le fait mal, il faut que l'institution contrôle, mais contrôler les gens qui s'ennuient parce qu'ils font mal, parce qu'ils s'ennuient, c'est chiant, donc il faut contrôler le contrôle, et contrôler le contrôle de gens qui s'ennuient, enfin vous voyez venir, le prix à payer au taylorisme, c'est une série progressive d'étages qui montent, et qui finalement gèrent quelque chose dont on pourrait, en tout cas, regarder autrement et prendre un peu un contre-pied, c'est qu'on n'est pas obligé d'assigner les gens à des choses désespérantes. Mais ça, c'est pas si simple aujourd'hui à gérer, et c'est pour moi un des rôles, à nouveau, du binôme que vous formez avec vos DG, c'est de dire il faut vous révolter contre les inéluctables désespérants qu'on nous assigne. Et alors la dernière rupture, pour moi, donc vous voyez, il y a une rupture écologique, économique, digitale, complexe, la complexité, et la dernière rupture, c'est la question du sens. C'est-à-dire que dans notre monde d'avant, qui est en train de disparaître tranquillement, le travail avait du sens. Voilà. C'est-à-dire qu'on savait pourquoi on venait bosser, quoi. Voilà. Aujourd'hui, de plus en plus, les gens qui viennent bosser vous regardent en disant « donne-moi une bonne raison de te rejoindre ». Vous voyez, c'est-à-dire qu'on inverse un peu la logique, d'une certaine façon. Et alors là, pour le coup, je vous le dis très clairement, le monde ou les mondes dont vous vous occupez ont un sacré coup d'avance. Parce que s'il y a bien un monde qui a du sens, ce sont les vôtres. Enfin, pour moi, ça ne fait pas de doute. Mais encore faut-il les revendiquer, les assumer et le pratiquer en profondeur. Voilà, c'est un enjeu majeur. Et donc face à ça, je pense qu'il y a 3 tentations aujourd'hui. La première tentation, c'est une tentation de latin, c'est nous les spécialistes de ce problème-là, c'est la peur. C'est de dire oulala, 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 quoi. Voilà. La deuxième tentation de notre monde, c'est le cynisme. Le cynisme, en gros, ça consiste à dire c'est foutu, alors autant s'en mettre plein les fouilles en attendant que ça tombe, quoi. Voilà. Et le cynisme, d'une certaine façon, vous voyez, c'est utiliser son intelligence, non pas pour changer le monde, mais pour s'en sortir un peu plus longtemps que les autres, quoi. Voilà. Et dans nos institutions, à quel moment le cynisme peut guetter? Quand il y a un décalage entre le projet, les valeurs et nos actes.
Et ça, aujourd'hui, c'est un enjeu aussi majeur de notre temps, c'est que les générations qui arrivent, elles sont très exigeantes sur deux sujets, l'exemplarité et la cohérence. Et donc, soyons exemplaires, notamment dans la chaîne du management. Et vous voyez, une des questions que je pose souvent aux institutions que je rencontre, c'est « montre-moi les valeurs qui sont les tiennes ». Et en général, vous avez travaillé la question des valeurs. Et vous êtes d'accord avec moi, hein, les valeurs que vous avez prises, c'est pas le mensonge, écraser les plus faibles et prendre la place de son collègue, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc en général, les valeurs qu'on a, c'est l'entraide, l'humanisme, enfin voilà. Donc on est d'accord avec ces valeurs-là. Hein. Mais la question que je vous pose, c'est quand est-ce que vous les mobilisez au quotidien, vos valeurs? Eh bien, il y a au moins 2 moments où il faut ritualiser leur mobilisation. C'est quand on lance un projet, quand on fait quelque chose de nouveau, ça veut dire quoi? Y mettre nos valeurs, quoi. Et ça, c'est avec les gens qu'on le construit. Puis quand on livre un projet, quand on finit quelque chose, est-ce qu'on a été au rendez-vous de nos valeurs? Et à nouveau, vous voyez, si vous les mobilisez, vos valeurs, alors les gens n'auront pas un rapport cynique à elles. Mais si vous les mobilisez jamais, ben ça s'appelle la maison témoin, quoi. C'est-à-dire que j'en entends parler au moment où j'arrive, puis après on s'en fout. Et ça génère vraiment quelque chose de douloureux dans l'expérience des gens qui vous ont rejoint, parce qu'ils ont très bien pu vous rejoindre, parce qu'ils y croyaient, quoi. Voilà. La troisième et dernière tentation, c'est l'égoïsme, hein, c'est le repli sur soi. Alors, du coup, j'en arrive à dire, voilà, ça c'est les raisons pour lesquelles, vous voyez, on s'en prend un peu plein la tête, quoi, aujourd'hui. Parce que le monde change, parce que les réponses d'avant n'étaient pas adaptées, parce que aussi, un dernier sujet pour faire un peu la transition, le manager aujourd'hui, il est devant une question très difficile. C'est qu'avant, non seulement il était celui par qui l'info passait, non seulement il était celui qui organisait le travail, mais en plus il était celui ou celle qui savait. C'est-à-dire que quand je ne savais pas faire, j'allais voir mon chef. Et puis je lui disais, chef, comment on fait, quoi? Et aujourd'hui, dans plein de sujets, le chef y répond, eh ben je sais pas. Et ce eh ben je sais pas, il faut être sacrément serein pour pouvoir l'assumer. Voilà. Parce qu'avant, le chef n'avait pas le droit de ne pas savoir, quoi. Voilà. Alors, c'est pas à nouveau tout à fait vrai du travail social. À mon avis, à nouveau, sur ce sujet-là, vous avez un coup d'avance. Parce que, l'une des spécificités du travail social, c'est que vous êtes face à des choses pas prévues par la loi. En permanence, vous êtes aux frontières de la misère et de la souffrance humaine. Et du coup, en permanence, vous étiez déjà dans ce rapport à « ben, on ne sait pas parce que c'est pas prévu », quoi. Voilà. Et c'est nous, finalement, les travailleurs sociaux, sont un peu les précurseurs des lois. Hein. C'est un peu eux qui, parce qu'ils répondent à des problèmes qui n'étaient pas prévus, vont interroger le législateur ensuite. Et ce mouvement-là, vous voyez qu'il est intrinsèquement collectif. Parce que qu'est-ce qu'a dit le travail social à ce moment-là? C'est que si tu ne sais pas, et moi non plus, la décision ne peut être que collective, que collégiale. Et là, vous voyez que vous retrouvez pour moi un enjeu très important du travail social, c'est que vous avez l'habitude de travailler en équipe sur des cas difficiles. Et ce sujet-là est majeur. Voilà. Une autre des conséquences, un autre message que je voulais faire passer, c'est que sans doute le management aujourd'hui, il doit préserver un minimum de temps pour son équipe sur ce qui est vital et pas sur ce qui est urgent. Parce que sinon l'urgent dévore le vital, et à ce moment-là, ben, ça devient désespérant de faire que de gérer l'urgence. Voilà. Mais vous voyez, à nouveau, si le management ne dit pas, ben, on prend une demi-journée pour réfléchir ensemble, voilà, et ben, on ne la prendra jamais, hein, parce que pendant cette demi-journée, on aurait évidemment pu faire plein d'autres choses. Voilà. Et ça, vous voyez, c'est sans doute dans le binôme président-DG qui a des permissions à donner à l'institution pour qu'elle ose faire des trucs que le quotidien nous dément, quoi. Vous voyez, on ne voudrait pas, quoi. Faudrait être productif tout le temps. Vous voyez bien que qui est-ce qui est productif tout le temps? La machine. Voilà. Mais nous ne sommes pas des machines. Le deuxième truc que je voudrais vous dire, c'est à quel point aujourd'hui, on a besoin dans les institutions, qu'elles soient marchandes ou qu'elles ne soient pas marchandes, qu'elles soient publiques ou privées, on a besoin de dirigeants qui sont centrés, qui sont intérieurement au clair sur à quoi ils servent, à quoi ils croient, quel est le projet qui est le leur, non pas avec l'idée qu'ils ont raison contre tous les autres, mais qu'ils ont raison là où ils sont. Voilà. Moi, je pense aujourd'hui que nous avons besoin de gens, dirigeants et managers, qui sont habités par une spiritualité. On est dans un monde où le mal est en excès, ça ne fait aucun doute. Mais on est aussi dans un monde où le bien est en excès. Et le bien en excès, on ne le regarde pas. Et donc il faut intérieurement se redonner du temps pour contempler le monde et y trouver du beau. Voilà. Mais vous voyez que ça pose un sacré problème, hein, quand on est dirigeant, c'est quand est-ce qu'on se donne du temps pour contempler. Mais sinon, vous voyez, vous n'allez pas vous ressourcer. Et si vous ne vous ressourcez pas, l'institution dont vous vous occupez va vous fatiguer. Et si vous êtes fatigué, vous n'allez pas être dans l'espérance et dans l'enthousiasme.
Et si vous ne l'êtes pas, bah, comment voulez-vous que vos équipes le soient, quoi. Voilà. Ensuite, le deuxième sujet de la spiritualité, pour agir, c'est une fois que j'ai contemplé le beau, ben, servez-vous de votre tête, quoi. On a une intelligence. Les Grecs diraient, après la beauté, c'est la sagesse, quoi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu peux faire pour amplifier ce qui marche, quoi. Voilà, amplifier ce qui marche. Vous voyez, pas rectifier ce qui ne va pas. Vous voyez, mettons pas l'énergie sur ce qui ne va pas, mettons l'énergie sur ce qui va pas mal, et rendons-le encore plus puissant, quoi. Voilà. La sagesse, c'est de dire, mais mettons l'énergie là où on est bon, quoi. Et faisons confiance au collectif, parce que si je fais ça, je suis condamné à coopérer, ça fait aucun doute, quoi. Et enfin, le dernier conseil pour créer cette spiritualité intérieure, après la contemplation, la beauté, la sagesse, ben c'est le courage. C'est oser faire sa part. Et oser faire sa part, ça va me permettre d'arriver vers ma dernière partie. C'est la question de l'œuvre rouge, c'est-à-dire une fois que je me suis recentré intérieurement, une fois que je suis debout comme dirigeant, une fois que je suis debout comme manager, une fois que je suis debout comme travailleur social, vous me voyez bien venir, hein, c'est un travail collectif ça. Mais une fois que les gens sont centrés intérieurement, alors le collectif peut s'unir pour faire des choses ensemble. Dès qu'on est dans un monde complexe, si chacun des acteurs de ce monde fait une toute petite chose, alors c'est la définition même du complexe, le collectif change extrêmement fortement et extrêmement vite. Si chacun fait sa part, ça change très vite, quoi. Voilà. Et c'est là-dessus que sont basées, et c'est là-dessus que je vais arriver finalement, les démarches qu'on appelle de libération. Une entreprise qui fonctionne en mode libéré n'est absolument pas une entreprise où tout le monde s'aime et une entreprise simple à vivre. Pas du tout. C'est une entreprise qui coopère et dans laquelle les gens qui ne coopèrent pas sont rejetés. C'est pas du tout un monde tendre. Et ensuite, le mot donc libération a des présupposés, elle renvoie à des mots, vous voyez, très forts dans la tête des gens, et vous ne savez pas ce que l'autre entend quand vous parlez de libération, en fait. Donc moi, je préfère qu'on parle de la co-institution, de la co-entreprise, de la co-association, enfin, vous voyez, de dire, remettons du collectif et du vivant, mais pas le mot libération. D'abord, parce que ce mot libération, il est souvent employé avec le mot libération des entreprises. Et ce n'est pas la libération des entreprises, l'idée, c'est la libération des énergies. La grande équation des entreprises ou des institutions qui se libèrent, au fond, c'est d'essayer de fonctionner en disant « retrouvons un projet exaltant ». Ça s'appelle une vision. Et la vision, c'est qu'est-ce qu'on veut devenir ensemble. Et si, je vous le dis, s'il n'y a pas de vision, il n'y a pas de menace, il n'y a pas d'opportunité, vous n'emmenez pas les gens dans une aventure. Voilà. Et la vision, elle est d'abord écrite pour vos collaborateurs et avec eux, elle concerne ensuite vos usagers, et elle concerne enfin vos parties prenantes. Ensuite, la vision, elle va parler du pourquoi, et elle va s'interdire un truc, c'est le comment. Voilà. Et le comment, pour moi, c'est la coopération qui va y répondre. C'est-à-dire, faites confiance aux équipes. Les équipes, elles vont vous dire comment faire, mais pas une personne seule, quoi. Voilà. Ensuite, dans le comment, utilisez vos talents, et pas vos points faibles. Voilà. Alors, si vous avez une vision, que vous travaillez ensemble, que vous mettez les individus sur leurs talents, vous allez créer de la performance. Mais voyez, la performance, elle vient comme une conséquence et pas comme une finalité. Et par ailleurs, le talent, elle provoque quelque chose qui est très très important pour moi, c'est la joie par le travail. Moi, je trouve que ça, c'est une équation qui est extrêmement intéressante à penser aujourd'hui. Parce qu'elle nous réinterroge sur qu'est-ce qu'on veut apporter au monde. Et soyons ambitieux, quoi, voilà. Comment est-ce qu'humblement je peux faire ma part? Coopérons ensemble. Mais coopérons en utilisant le talent des gens. D'abord, ça rassurera le collectif, que les gens utilisent leur talent, et ensuite, ça rassurera les individus qu'ils accepteront de dépendre, qui accepteront du coup, pardon, de dépendre les uns des autres. Et regardons la performance, mais regardons pas comme une finalité, regardons-la comme une conséquence. Voilà.